Merci à tous pour votre temps, hein. On va essayer de faire quelque chose de pas trop long. L'idée, c'était vraiment de donner suite à la conférence à laquelle malheureusement, j'étais pas en personne, mais évidemment, Michael et Ousmane m'ont vraiment fait part de tous les échanges que vous avez eus, et notamment le deuxième jour. Donc déjà, bravo pour tout ça, hein, parce que je pense les discussions étaient très riches et surtout, vous avez pris des engagements assez importants pour la suite, pour donner un peu suite aux discussions qui ont eu lieu et pour pouvoir traduire un peu ça en fait, pour pouvoir avancer sur la discussion. Et on voulait prendre ce temps avec Michael aujourd'hui pour revenir sur le côté article, qui est un des engagements que vous avez pris dans le cadre de cette conférence et pour donner aussi suite par écrit à vos réflexions, etc., aux échanges qui ont eu lieu. Tout simplement pour plusieurs raisons, c'est étant donné que c'est un journal, on voulait être sûr que vous sachiez un petit peu ce que ça impliquait et quel genre d'articles on publiait au leader humanitaire. Et puis de voir avec vous si c'était quelque chose, si ça vous semblait réalisable en termes de temps, d'énergie, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous pourriez rédiger un article, mais peut-être que le leader humanitaire n'est pas la meilleure plateforme pour pouvoir le publier. Donc il y a tout un tas de différentes plateformes, et ça c'est important qu'on l'ait en tête. Il n'y a pas que cette option-là comme plateforme de publication d'articles sur des sujets humanitaires. Il y en a tout un tas d'autres. Yandi, Judith, vous savez, dans le DESLH, voilà, on fait appel à on vous partage pas mal d'articles d'autres journaux, etc. Il y a tout un tas de plateformes. Et donc, vraiment, il n'y a aucune obligation que ce soit le leader humanitaire et ça peut ne pas être la bonne plateforme. En revanche, étant donné que c'est interne au CHL, il y a, pardon, voilà, il y a une facilité en termes de contact, de suivi, etc., qu'on peut avoir avec le leader humanitaire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pendant que 10-15 minutes, je vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'est le leader humanitaire, de ce qu'on publie et quelles pourraient être les conditions de publication, parce qu'évidemment, puisque ça se fait dans un cadre académique, il y a des conditions qui sont assez strictes pour qu'on ait une forme d'homogénéité dans les articles qu'on publie et puis que ça ait un sens en termes de pertinence, que nos articles aient un sens sur la longueur. Je vais partager mon écran. Écoutez, je reviens encore avec une slide, enfin, un PowerPoint. Ça change pas. C'est toujours la même chose, des PowerPoint, mais c'est pour que vous ayez quelques mots à l'écran de ce que je vais vous raconter. Est-ce que vous voyez bien mon écran là, c'est bon? Nickel. Merci, Michael. Du coup, je voulais revenir d'abord sur le CHL. Alors, vous le connaissez tous plus ou moins ou non. Je voulais juste revenir sur ces trois éléments pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas forcément. C'est que le CHL, c'est vraiment articulé autour de trois choses. C'est le fait de développer, de découvrir et de dialoguer. D'accord? Dans le fait de développer, ça va être en lien avec tout ce qui est éducation. Donc, ça va être tous les programmes de formation qu'on va proposer au CHL. Dans le fait de dialoguer, c'est tout ce qui va être conférence, network autour du CHL, toutes les rencontres qu'on va pousser, qu'on va faire arriver, enfin qu'on- j'en perds mes mots en français, c'est les rencontres qu'on va organiser, notamment des conférences, mais ça peut être des webinaires, ça va être aussi des partenariats, etc., etc. Et puis, il y a le dernier aspect qui est vraiment découvrir, et ça, c'est autour des enjeux de recherche, et c'est dans cet aspect-là que le leader humanitaire va s'inscrire. Donc, la mission qu'on s'est donnée au CHL, c'est de pouvoir combiner les évidences et la pratique pour transformer le leadership humanitaire. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que le leader humanitaire, qui est un journal qu'on a depuis maintenant 3 ans, il est vraiment dans cette lancée-là, dans ce même esprit. Et donc, je voulais juste revenir là-dessus très, très rapidement. Donc, comme je vous le disais, le leader humanitaire, on va vraiment être dans l'aspect découvrir, c'est-à-dire de la recherche académique, mais aussi de la remise en question de la pratique et de politique par des écrits. Donc, le leader humanitaire, la première chose que je vous invite vraiment à faire toutes et toutes, si vous ne le connaissez pas, c'est d'aller vous balader sur le site du leader humanitaire. Tout simplement pour prendre un petit peu la température du type d'article qu'on a l'habitude de publier dans le leader humanitaire. Tous les articles sont disponibles sur le site du CHL. C'est des articles qui sont en accès libre, donc il n'y a pas comment? Il faut pas de compte particulier, c'est en accès libre, c'est gratuit et les articles sont disponibles en français et en anglais. Tout se trouve en ligne. Vous allez voir que tous les mois, il y a un nouvel article qui est publié.
Et il y a aussi une fois par an une édition papier qu'on fait soit en français ou en anglais. Ça, c'est un petit peu, on le fait de façon systématique en fin d'année pour avoir le leader de l'année complète. Donc, la première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est aller parcourir un petit peu les sujets qui sont abordés. Peut-être reprendre un ou deux articles qui vous intéressent un petit peu plus pour pouvoir vraiment le lire dans le détail et vous faire une idée un petit peu du genre d'articles qu'on accepte dans l'équipe. Euh, donc, le leader humanitaire, c'est une équipe. Alors, sachez que le leader humanitaire, initialement, il était proposé uniquement en anglais, tout simplement parce que le CHL est en Australie et que comme le DESLH qui est arrivé après en français, il y avait d'abord en anglais. On a trois rédacteurs en chef, peut-être trois rédacteurs et rédactrices en chef. On a le docteur Phoebe Downing, Mariana Zouben et docteur Joshua, qui sont trois personnes qui travaillent à temps plein pour le CHL et qui passent une partie de leur temps sur le leader humanitaire. Ça, c'est pour la partie anglophone. Moi, j'ai rejoint l'équipe du CHL il y a 2 ans et en fait, ça a été, entre guillemets, une opportunité d'avoir quelqu'un de francophone à temps plein au CHL, de pouvoir proposer aussi ce leader humanitaire en français dans le cadre de tous nos programmes, et étant donné la masse d'étudiants qui passaient par le CHL, c'était de pouvoir proposer ce leader humanitaire en anglais et en français. Quand je dis en anglais et en français, c'est-à-dire que on peut soumettre des articles dans les deux langues, et quoi qu'il se passe, les deux articles se seront traduits dans l'autre langue. D'accord? En plus de ça, il y a une personne qui s'appelle Cara Schultz qui est en charge de tout ce qui est édition, et elle va vraiment revoir dans le détail les articles pour pouvoir qu'ils soient prêts à la production. Et puis on travaille avec deux traducteurs qui traduisent, qui sont des traducteurs professionnels évidemment, et qui traduisent chacun des articles que le leader humanitaire va publier. Alors, l'idée du leader humanitaire, donc 3 éléments d'abord. L'idée globale, c'est vraiment de pouvoir offrir une voie indépendante pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide humanitaire. Le constat qu'on a eu, et c'est le pourquoi aussi du fait que maintenant le leader humanitaire est bilingue, c'est on a beaucoup, beaucoup de mal à avoir accès à de la littérature francophone dans le milieu humanitaire. Et si vous avez suivi le DESLH ou vous avez pris part à des formations, vous connaissez un petit peu, vous savez à quel point, et je pense que je le répète tous les ans, à quel point on a du mal à trouver des publications pertinentes qui soient disponibles en français. Donc, il y a effectivement des journaux en français, mais ils sont quand même rares. Et du coup, moins d'accès à la documentation, aux réflexions en français fait que, bah voilà, on a une population humanitaire francophone de laquelle on fait partie, qui a du mal à avoir accès à ces informations. Donc ça, c'était vraiment pour que cette voie indépendante qu'on proposait dans le leader humanitaire, elle soit aussi disponible en français. Donc, c'est une publication qui est mensuelle. On publie 10 articles par mois. Il y a juste en janvier et décembre, on ne publie pas d'articles. C'est les vacances académiques en Australie. C'est donc des publications qui sont bilingues en français et en anglais. Il nous arrive de les traduire dans d'autres langues. Par exemple, dernièrement, on a eu un article qui a été rédigé par une Italienne qui a voulu que ça soit traduit en italien. Donc, par exemple, ça peut être le cas. Et l'idée, c'est vraiment ce porte-parole indépendant. Donc, c'est de proposer une plateforme dans lesquels les auteurs vont remettre en question les hypothèses collectives qu'on a dans le milieu humanitaire. Et ça va être une plateforme sur laquelle les auteurs et les autrices peuvent partager des concepts qui vont contribuer toujours, et ça, c'est quelque chose auquel on tient au CHL, c'est de pouvoir rendre l'aide humanitaire plus juste, équitable et efficace. Donc ça, c'est vraiment la mission qu'on a au leader humanitaire et qu'on essaye de porter. Et voilà. Qui contribue au leader humanitaire? Tout le monde. On a beau être le CHL rattaché à une université, vraiment, on n'est pas dans des articles qui sont, comme on appelle, des articles les peer review. Ça veut dire que c'est pas revu par les pairs, par des comités de rédaction qui peuvent être des comités scientifiques notamment. Si c'est pas revu par les pairs, ça va être uniquement revu par l'équipe que je vous ai présentée un petit peu avant. Donc, en termes d'accès, ça va être beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les processus de publication, de soumission, etc., pour des journaux scientifiques, par exemple, ça peut être très, très compliqué. Ça peut être des processus qui durent des mois et des mois parce que ça va être revu par tout un tas de comités pour pouvoir vérifier chacune donnée, etc., etc. Là, on est vraiment dans des articles qui sont non revus par les pairs et donc plus faciles d'accès à la publication. Les auteurs, pas uniquement des chercheurs et des chercheuses universitaires, bien au contraire, c'est un porte-voix et donc on veut vraiment que ça soit ouvert à tout le monde et n'importe qui.
tout le monde qui veut partager une opinion, qui veut partager des concepts, qui veut remettre en question des concepts, des hypothèses de notre milieu humanitaire. Donc c'est relativement ouvert et il n'y a pas de restriction du tout en termes de qui peut publier. Il ne faut pas avoir un PhD, etc., etc. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. La condition, c'est que les articles doivent aborder de manière générale les questions de l'information. En fait, il faut pouvoir remettre en question l'information des dirigeants humanitaires et ou la transformation du système de soutien en crise humanitaire. Je vais revenir un peu plus en détail là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une idée des thématiques qu'on accepte aux leaders humanitaires. En ce qui concerne les thématiques à proprement parler, sachez juste qu'on ne reçoit pas, on n'accepte pas les articles de données primaires. Les données primaires, c'est par exemple, si demain, je ne sais pas, Yandi, tu fais une recherche, tu collectes des données et tu veux publier ces données, on ne va pas les accepter en l'état parce qu'on considère que c'est des données qui doivent être revues par les pairs. Et nous, on n'offre pas cette plateforme de revue par les pairs. Donc, on ne va pas accepter des revues primaires. Des données primaires. Donc ça, c'est le premier élément. À part ça, le type d'article qu'on va accepter, ça peut être des synthèses de données probantes, des analyses de données, des articles conceptuels, théoriques, des commentaires, des perspectives, des articles de réflexion, etc., etc. Et une fois de plus, je vous invite vraiment à aller voir un peu de leader humanitaire, les derniers articles, pour que vous fassiez une idée. Il y a des choses complètement différentes d'un article à l'autre en termes de type de document. Ça, c'est la première chose. La condition, c'est qu'on demande à ce que les thématiques soient soit en lien avec la transformation du système, soit en lien avec le leadership humanitaire. Il n'y a pas de zone géographique spécifique, donc ça peut être, vous allez voir qu'il y a des articles qui traitent de la Corée du Sud et d'autres qui traitent du Mexique, et il n'y a pas de zone particulière, et évidemment, on encourage vivement les personnes, les auteurs qui sont dans des zones, dans des pays touchés par des crises et des pays du Sud à contribuer, parce que c'est une plateforme, entre guillemets, assez facile d'accès, ce qui n'est pas toujours le cas des publications humanitaires. Voilà pour les conditions en ce qui concerne les sujets des articles. Donc, comme vous le pouvez le voir, hein, ce que vous avez pu discuter pendant la conférence pourrait tout à fait rentrer dans ce cadre-là. En ce qui concerne, vous m'arrêtez, hein, on est en petit groupe, donc arrêtez-moi vraiment si vous avez des questions au fur et à mesure. On n'est pas du tout dans une présentation. Là, je voulais vraiment échanger avec vous, donc désolé, j'aurais dû le dire dès le départ. Donc, n'hésitez pas s'il y a des points qui ne sont pas très clairs là-dessus. En ce qui concerne les exigences relatives aux articles, on va avoir des exigences en termes de taille. Donc, on va avoir des articles qui sont environ de 5000 mots. 5000 mots, ça peut être plus ou moins 1000, et c'est des choses qu'on va pouvoir revoir avec l'équipe. Mais c'est 5000 mots en général. On va avoir une taille d'article qui est à peu près homogène. Ensuite, c'est des articles qui vont être rédigés soit à la première, soit à la troisième personne. Évidemment, on va s'attendre à ce qu'on ait des articles. Nous, on va proposer des suggestions, on va faire des commentaires sur vos articles, mais on ne va pas les revoir dans le détail. On n'est pas là pour rédiger les articles avec vous. C'est vraiment des articles que vous nous soumettez en l'état. On vous dit si ça, enfin, on va les revoir ensemble dans notre équipe et voir si ça colle avec les thématiques et si ça a du sens, si on est la bonne plateforme pour pouvoir les publier. Mais par contre, on s'attend à ce qu'il y ait évidemment un orthographe, ponctuation, un style qui soit déjà soigné quand on reçoit cet article. En plus de ça, il y a un référencement qui va être demandé. Là, c'est un référencement particulier, mais évidemment, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avec vous si vous n'êtes pas familier avec ça. C'est le référencement APA7. Et on va s'attendre aussi à ce qu'il y ait une certaine rigueur en ce qui concerne le référencement, c'est-à-dire que vous ne fassiez pas des affirmations à tout va sans vous référer à des ouvrages en ce sens. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel, notamment dans le cas du DSTLH et en DN Judith, vous êtes déjà familier. Mais voilà, on a une certaine... C'est pas parce qu'on n'est pas revu par les pairs qu'on publie, entre guillemets, n'importe quoi, on a quand même une certaine rigueur académique, qui est évidemment de rendre aux auteurs les paroles qui sont les leurs. Et finalement, on va demander qu'il y ait un résumé de 150 mots qui doit répondre à la question suivante, à savoir comment cet article contribue-t-il à la pratique du leadership humanitaire ou à la transformation du système. Pardon, il y a le système qui est passé en anglais sur ma slide. Mais voilà, en gros, si la direction que vous voulez donner à votre article répond à cette question et que nous, quand on lit votre article, on a l'impression d'avoir une réponse à cette question, c'est un article qui peut avoir sa place dans le leader humanitaire.
Donc ça, c'est les exigences qui sont vraiment liées à l'article à proprement parler. Et finalement, il y a quelques exigences pour les auteurs, donc les personnes qui vont rédiger ces articles. C'est de pouvoir fournir une approbation, une déclaration d'éthique. Ça, c'est si vous utilisez des données qui ne sont pas des données primaires, vous utilisez des données dans le cadre de votre article. Une mention de financement, si la rédaction de votre article a été financée par quelqu'un, ça, on doit pouvoir le mentionner, sachant que nous, le leader humanitaire est financé par BHA, donc toujours par le programme qui comprend à la fois le DESLH, la conférence, etc., donc BHA. Une déclaration de conflit d'intérêt, évidemment, comme n'importe quel article, on vous demande de déclarer ses potentiels conflits d'intérêt. Et puis, une courte description, enfin une description de et des auteurs qu'on mettra évidemment en avant à la publication de l'article. Et puis des remerciements, évidemment, si vous en avez à... Voilà. Donc ça, c'est assez bref sur les auteurs. Je pense qu'il n'y a pas de grosse surprise de ce côté-là. Juste pour vous donner un petit aperçu de la façon dont ça se passe. Euh, tout d'abord, une chose que j'ai oublié de noter dans les slides et que j'aurais pu noter, on ne reçoit pas d'article sur la base d'un abstract, d'un résumé. On reçoit l'article en l'état, complet. Donc, on va pas... Là, en l'occurrence, c'est pour ça c'était important qu'on puisse parler aujourd'hui. Je pense que de cette conférence, il y a de très bonnes idées qui en sont ressorties. En revanche, juste sur la base de ces idées, je ne peux pas vous dire là aujourd'hui, OK, on va publier l'article dans le Leader humanitaire. On a besoin de l'article à proprement parler pour être sûr que ça répond aux questions qu'on se pose et qu'on publie dans le Leader humanitaire pour pouvoir aller plus loin. Et ce n'est pas moi seule qui vais décider de ça. Je travaille avec une équipe qui va pouvoir le revoir et émettre un feu vert ou un feu rouge ou des réserves sur l'un ou l'autre aspect. Donc, on ne reçoit pas sur la base d'un résumé, c'est vraiment sur la base de l'article à proprement parler. La première chose qu'on va faire avant même d'ouvrir l'article, c'est de le passer au contrôle d'intégrité académique, c'est-à-dire qu'on va juste vérifier le plagiat. C'est quelque chose qui est obligatoire en contexte académique et c'est juste pour être sûr que les référencements sont faits correctement et qu'on ne se retrouve pas avec des textes qui en fait ne viennent pas suffisamment de vous. Et qui peuvent venir d'autres personnes, donc que ce ne soit pas cité correctement. Donc ça, c'est la première chose. Si ça bloque à ce moment-là, on va revenir directement vers vous en disant, écoutez, ça ne passe pas le contrôle d'intégrité académique, donc vous pouvez resoumettre à l'avenir, mais enfin, voilà, on reçoit évidemment une autre version, mais en l'état, ce n'est pas un article qu'on va pouvoir revoir. Ensuite, on va examiner l'article. Si c'est un article anglophone, c'est mes collègues anglophones qui vont le faire. Si c'est un article francophone, c'est moi je travaille avec 2 personnes. Et on va vérifier la pertinence. Donc, on va lire votre article, et il y a au moins 2 personnes qui vont lire votre article et qui vont établir si oui ou non l'article peut être pertinent dans le cadre du leader humanitaire. Une fois de plus, ça peut être pertinent, mais peut-être pas dans le cadre du leader humanitaire. Donc, c'est pour ça que c'était important qu'on se parle aujourd'hui. Un refus d'article, la majorité des refus qu'on fait, c'est en leur disant, écoutez, votre article est super, il est hyper intéressant, mais malheureusement, ça ne va pas répondre à notre offre, entre guillemets, parce que ça ne va pas intéresser la population qui est le leader humanitaire, parce que, je sais pas, parce que c'est un article qui traite de, je sais pas, de la logistique dans le milieu humanitaire, c'est hyper intéressant, mais ça ne va pas, ça n'a pas de lien avec le leadership humanitaire ni avec la transformation de système, si on se rend compte que voilà. Donc, un refus à ce stade-là, ça ne veut pas dire que l'article est mauvais, c'est juste que ça ne rentre pas dans les lignes éditoriales, pardon, du leader humanitaire. Après, c'est un processus qui peut aller très vite. On va réviser votre article dans le détail, donc revenir avec des commentaires. Il y aura plusieurs échanges entre auteurs et notre équipe pour des modifications, des questions, des choses des modifications qu'on va vous proposer, qu'on va discuter ensemble. Il sera traduit de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais pour vous. On finalisera l'article ensemble, il y aura une relecture finale. Ça sera ensuite mis en page par je ne sais plus son titre, Michael, mais tu sais. Euh, Ouais, je t'entends plus. La On graphiste. t'entend pas. Ouais, par un graphiste, pas tout à fait, pour que ce soit joli. Et puis ensuite, ça sera publié sur Open Journal. Open Journal, c'est une plateforme qui est connue dans le monde entier, dans les universités, enfin notamment dans les universités, et qui est une plateforme gratuite, d'accès gratuit à des articles tels que le leader humanitaire. Et ça sera aussi publié sur le site web du CHL. Et puis nous, dans un second temps, on va faire une promotion via les réseaux sociaux de vos articles par différents canaux de communication qu'on a au CHL. Euh, et voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vais
J'ai une question, Justine. Est-ce Ouais, que, je t'en prie. ouais, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, la méthodologie au niveau de la contrôle académique? Comment est-ce que vous allez Ouais, tout à contrôler? fait. Alors, la première étape que j'ai dit, c'était un contrôle d'intégrité académique. Je prends le document, je le télécharge sur une plateforme et la plateforme me dit, OK, ton texte je sais pas, a un certain pourcentage de... En fait, c'est une plateforme qui est liée à toutes les ressources Internet et elle va me dire, OK, dans ton texte, il y a 45% du texte qui est issu d'autres sources Internet. D'accord. 45%, ça va vraiment me poser question. Non. Euh, A priori, dans un artex, si c'est une réflexion, il n'y a pas, évidemment, il va y avoir des citations qui sont issues d'ailleurs, il va y avoir des sources, etc. Mais dans l'ensemble, on ne devrait pas avoir un document qui est, voilà. On ne regarde pas que le pourcentage. Ce qui va se passer, c'est qu'on regarde le pourcentage. Il y a des pourcentages, si j'ai un article qui est à 60%, à partir de 60%, je vais pas avoir besoin d'aller le voir longtemps pour savoir qu'en fait, il y a trop de parties qui ne sont pas les paroles des auteurs, mais c'est des paroles d'autres personnes. Et donc, ça n'a, entre guillemets, pas d'intérêt, puisque nous, c'est une plateforme pour pouvoir, entre guillemets, donner son avis, remettre en question. Donc, si c'est des choses qui ont été tirées à droite à gauche, ça vaut pas la peine. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un rapport, et puis on va au travers de ce rapport, et évidemment, on revient vers l'auteur et on lui explique si on doit refuser. On lui explique pourquoi, parce que voilà, il y a trop de passages de votre article qui ne sont pas vos propos, et donc on trouve que le leader humanitaire n'est sans doute pas le bon endroit pour pouvoir publier, ou alors il nous arrive aussi parfois de dire on a des doutes quant à des possibles plagiats, et donc on ne prendra pas le risque de publier votre article dans le cadre du leader humanitaire. Mais c'est une plateforme bête et méchante que nous, après, on analyse en fait. D'accord. J'anticipe peut-être des questions des autres, mais on va laisser les autres parler aussi. Mais une question sur est-ce qu'au départ, lorsque c'était lancé l'idée humanitaire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déceler en voyant les articles qui sont posés et publiés? Est-ce qu'il y a une guide de questions auxquelles il faut répondre? Une trame sur, par exemple, de transformation des systèmes. Est-ce qu'il y a des questions majeures, 1, 2, 3, où il faut adresser? Non. Non. Il va vraiment y avoir, et je vous repartage juste l'écran, c'est juste la question ici que je vous remets juste à l'écran, c'est comment cet article contribue-t-il à la pratique du leadership humanitaire et à la transformation du système? C'est vraiment la question à laquelle... Et vous allez voir, si vous allez vous balader un petit peu dans les différents articles, ça va vraiment dans, entre guillemets, pas dans tous les sens, j'exagère, on essaye d'avoir une ligne éditoriale, mais il y a quand même, on reste relativement jeune, on reste relativement ouvert, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme pour quelle que soit la question que vous posez, elle doit juste être en lien, vos réflexions, votre analyse, etc., doit être en lien avec la pratique du leadership humanitaire et la transformation du système. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que vos réponses que vous amenez comme éléments dans votre article, ça puisse aider les décideurs humanitaires à se remettre en question par rapport à leur pratique. On est vraiment toujours dans cette remise en question des pratiques et des politiques dans le milieu humanitaire. Euh, et ouais, non, voilà, c'est juste ce court résumé, mais il n'y a pas de question à proprement parler. Après, si vous souhaitez... Bon, là Michael m'a fait part des échanges que vous avez eus et voilà, j'ai une idée de ce vers quoi vous allez vous lancer, mais j'ai une petite idée, mais j'étais pas présent dans les débats, et puis surtout, je sais pas exactement quelle direction vous voulez mettre à l'écrit. Donc ça va un petit peu dépendre. C'est là que ce résumé est important et qu'à partir du résumé, après, on va lire tout l'article évidemment et puis pour pouvoir vous faire un retour, quoi. Voilà. Merci. Moi, je voulais demander quel est le timing. J'ai regardé tout le processus. Aujourd'hui, Ça- les ouais. 150 mots pour convaincre de la pertinence de l'article, on a quel timing? Et jusqu'à la fin du processus, vous attendez l'article fini, quoi. Non, en fait, le processus, il commence avec votre article complet, les 5000 mots. Mais c'est juste que en plus des 5000 mots, on vous demande 150 mots, un résumé de 150 mots, et ça, c'est le cas de n'importe quel article qui est publié dans la littérature, que ce soit scientifique ou autre, et une réponse de 50 à 100 mots à cette question. Mais on ne va pas accepter un article sur la base uniquement de ce résumé et de cette réponse à question. Nous, on a besoin d'un article à proprement parler. Donc, a priori, vous pourriez penser qu'il y a une part de risque parce que vous allez devoir rédiger votre article avant de le soumettre au leader humanitaire et qu'on puisse vous dire oui ou non, ça colle ou pas avec notre ligne éditoriale. A priori, si vous lisez un petit peu, on est très ouvert. Enfin,
Si vous prenez par exemple quelque chose auquel vous devez être familier, Alternative Humanitaire, cette revue par exemple, ils vont avoir des sujets très spécifiques et ils vont faire des appels à sujets. Par exemple, je sais pas, je pense à un dernier, c'était sur les santé mentale dans le milieu humanitaire. Ça va être très précis. Voilà, on recherche des articles sur la santé mentale dans le milieu humanitaire. Là, c'est très précis. Nous, on est relativement ouvert. Et c'est là que je vous invite vraiment à aller voir un petit peu tout ce qui se fait au leader humanitaire. On n'a pas de thématique qu'on vous impose. C'est juste qu'on est au Shell, ça s'appelle le leader humanitaire, donc ça doit avoir un lien avec le leadership humanitaire, la pratique du leadership humanitaire ou la transformation du système, parce que c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée au Shell. Mais entre le moment où vous partagez votre article complet avec un résumé et une réponse à cette question et le moment où on publie un article, ça peut être 2 ou 3 mois jusqu'à publication de l'article. Ça peut aller très vite si l'article coche toutes les cases, enfin pas toutes les cases parce qu'il n'y en a pas beaucoup en l'occurrence, comparé à d'autres plateformes. Donc ça peut être très rapide. Ouais, voilà. Après, ça, je vous dis, c'est dans les faits. Après, voilà, on a travaillé ensemble aussi, Andy, et on peut discuter de la direction que vous voulez mettre à votre article si vous avez des doutes là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci, évidemment, avant de vous lancer. Mais ouais, voilà. Ça répond à ta Euh, question, Andy? Oui, ça répond. Ça va être intéressant déjà qu'au niveau de la direction, on puisse avoir, je sais pas si je dois dire un coaching, mais quand même, on discute de la direction. Comme ça, on est sûr que le risque est moindre, quoi, que Mhm. de faire 5000 mots et puis à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, Non, on non, travaille sur évidemment. la Non, localisation et non, internationalité. ouais. Oh, moi, j'ai une idée de où est-ce on veut y aller en écoutant tous les intervenants aussi du séminaire là. Mhm. En tout cas, il y a une vision, mais il faut qu'on soit sûr que ça va cadrer avec la question qu'on doit, ou du moins le guide par rapport à en quoi ça transforme Ouais, le système ou les pratiques humanitaires. tout à fait. Après, Yandy, un petit point d'attention. Vos articles, ce ne sera pas des comptes rendus de la conférence. Et c'est pas le but. Les articles, ils seront rédigés par Yandy, je ne sais pas avec qui tu travaillais. Vous allez donner de vos réflexions, vous allez donner de votre point de vue dans cet article. On s'attend pas, on va pas recevoir un compte rendu de la conférence, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il n'y aurait pas de prise de position à proprement parler. A priori, vous n'aviez pas toute la même prise de position dans l'Assemblée et ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Donc, vous allez devoir vous D'accord. mouiller en ce sens. Et ça, c'est l'exercice de rédaction comme vous l'avez déjà fait, comme tu l'as déjà fait, en l'occurrence, Yandy, dans le cadre du DESLH. Mais ouais, on n'est pas dans un compte rendu, on est vraiment dans en l'occurrence, toi, on pourrait assimiler ça ou, attends, je regarde vite fait. Ouais, ça peut être une perspective ou un article de réflexion, en fait, sur la base de tous les échanges que vous avez eus dans le cadre Ouais, c'est de... sûr que ça va être un article de réflexion, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. À l'image, je pense que tu voulais prendre la parole? On se connaît Oui, pas, bonjour. bonjour Justine, bonjour tout le monde. Alors moi, ça m'intéresse les articles. Je suis d'ailleurs familière, je suis universitaire. Assez Ok, souvent, je soumets des articles scientifiques et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Des ouais, fois, il y a beaucoup de chercheurs qui font la relecture avant d'approuver et même des fois, on change le titre, on change aussi les paragraphes, etc. Alors moi, mon souci, c'est que quand j'écris d'habitude, je pars toujours du terrain et j'ai des entretiens. Et là, je me demande comment je vais pouvoir écrire si toutefois je n'ai pas d'enquête et je ne suis pas aussi familière au site. Donc, je me dis peut-être que je dois aller visiter le site et voir comment on écrit les articles. ouais, tout à fait. T'as quoi comme profil, Alima, si je puis me permettre? Je suis docteur en psychologie sociale. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. J'ai un background de santé publique aussi, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, nous, le problème, le problème entre guillemets, c'est qu'on ne va pas recevoir des données primaires dans le cadre du D'accord. leader humanitaire, justement parce qu'on n'a pas la capacité et on n'a pas vocation à avoir cette revue par les pairs importante. Donc, on veut vraiment laisser libre cours au partage de réflexion. Donc, dans le cadre du leader humanitaire, et c'est là que je te dis, le leader humanitaire n'est potentiellement pas la bonne place, c'est que on ne va pas recevoir des données primaires, donc tu vas pas pouvoir partir de données que tu as sur le... Enfin oui, que tu as D'accord. récoltées.
Donc Ouais. ça, c'est un premier élément. Et donc, c'est à voir si si t'as envie de te lancer dans quelque chose qui sort un petit peu peut-être de ta zone de confort, on va dire, de la façon dont tu rédiges des articles habituellement. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, si c'est sur la base de données primaires, on va pas être en capacité. Après, on peut envisager sur la base de données secondaires, si c'est des données qui ont déjà été, sont déjà parues dans d'autres articles. Après, c'est quel sujet que tu avais pris en main, Alima? Alors, moi, je travaille sur les femmes de pouvoir, les D'accord? femmes diplômées et Ouais. aussi en tant qu'humanitaire, j'écris à partir de mes expériences de terrain. Donc, Et tu es dans un partage, ouais, tu es dans dans un partage de perspectives, de réflexions, etc. Tu oui, pourrais l'envisager sans données à proprement parler, non? oui, c'est possible. Oui, Ouais, ouais, ouais. Après, ça n'empêche, si tu as des données qui sont référencées, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste qu'on va pas les accepter enfin, on n'a ni la capacité ni la vocation à faire une revue des articles revus par les pairs. Et c'est ce qui, d'accord. entre guillemets, enfin, l'idée, c'est pas que de jeter des fleurs aux leaders humanitaires, mais c'est ce qui fait la force, c'est qu'on peut ouvrir à plus de perspectives, tu vois. Euh, Hmm. il y a des prises de position dans le leader humanitaire avec lesquelles, enfin, voilà, avec lesquelles on n'est pas en accord, mais c'est des prises de position et des réflexions de personnes qui travaillent dans le milieu et qui secouent et voilà, qui font réfléchir. Et ça, c'est vraiment le but. Euh, ouais. Et comme tu l'as dit, en fait, on l'écrit comme un article académique en mettant les références et tout, Ça, oui, par les contre, ouais, tout sources. à fait. Oui, oui, ça, enfin, je veux dire, on reste dans un contexte universitaire. D'accord, euh, et donc, oui, tout à fait. Ouais, ouais. ça marche. Merci. Mhm. Que Kali a une question aussi. Ah, Kadi, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, Khady, je suis socio-anthropologue et Ok. je travaille en binôme. Je vais travailler en binôme avec Alima et c'est comme si on s'est donné le mot parce que moi, c'était ça ma préoccupation. Parce qu'en Ouais, tant ouais, bien que sûr. socio-anthropologue, on travaille Pareil. avec des données primaires, avec des verbatim. Ouais. Et là, notre article, le but, c'était de déconstruire aussi le leadership, euh, comment il est perçu d'une société à une autre, d'une culture Mhm. à une autre. Et là, on voulait partir de faits. En fait, on ne s'est même pas encore parlé, hein. Donc, voilà, c'est la première fois qu'on a un échange sur cet article-là. Et Mhm. c'était ma principale préoccupation parce que nous aussi, ces données, elles ont une validité scientifique, ces données de terrain, parce que quand on est dans une démarche qualitative, quand on arrive à un seuil de saturation, Mhm. ces données peuvent être considérées comme des Ouais. données scientifiques. On n'est pas forcément dans le quantitatif et qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ces données primaires, mais bon, comme ce n'est pas accepté, on va essayer de voir avec, Parce parce que, qu'on parle de leadership et de leadership informel. Et le leadership ouais. informel, on n'a pas beaucoup écrit là-dessus. Et voilà, en termes d'innovation, voilà, de déconstruction de certains concepts, on voulait partir, je vais dire on, parce que c'est avec Alima que je vais travailler. Mhm. Euh, et voilà, je suis pas psychologue social, mais j'ai une licence en psychologie sociale. Donc, on avait beaucoup de choses à partager dans ce sens. Mais bon, on va essayer de Mais travailler qu'avec attendez, des parce données que secondaires. où est-ce que vous allez aller les chercher, vos données? Parce que vous les avez déjà ou c'est des données que vous voulez, que vous voulez collecter? En fait, on en a déjà parce que avec l'expérience, dans des contextes, j'ai travaillé dans beaucoup de pays africains. Ouais. J'ai travaillé en Europe, travaillé en Afrique et dans beaucoup de pays africains, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Et voilà, on a pas mal de données et ayant travaillé pour USAID, pour beaucoup Ouais. comment on appelle ça, l'ambassade des États-Unis, j'ai fait beaucoup de terrain. Donc, Mhm. je pense que j'ai eu affaire à des leaders plus ou moins invisibles. Donc, voilà, c'était juste partir de ces choses et aussi de la culture africaine. C'est juste un petit exemple quand on disait que les rois, à chaque fois qu'ils devaient prendre une décision, ils disent, je vais parler à mon oreiller dans le verbatim. Si on veut traduire, je veux parler à mon oreiller, c'est souvent je vais parler avec ma femme. Donc, ça, c'est des petites expressions
Oui, On mais n'a ça, il n'y a pas pas de souci, hein. forcément d'auteur d'auteur qui dit ça, mais on a, voilà, on a Ouais. pas mal de données. Je ne sais pas si je peux appeler ça données primaires ou données secondaires, données primaires, En mais je fait, sais que je peux ouais. partir des constructions logiques populaires. Ça veut dire les langages des mots, MOTS. Et le langage des mots, souvent, ça vient des données primaires. Voilà, ce sont des Alors, entités nosologiques. En anthropologie médicale, on appelle ça les entités nosologiques populaires. Voilà, merci. ouais, tout à fait. Désolée, j'ai essayé de te couper plusieurs fois parce que je pense qu'il y a un petit décalage. Vous m'entendez bien ou pas? Ça a coupé un peu. Ok. Oui. Oui, oui, Désolée, oui, bon, désolée, oui. Kadi. Non, juste deux choses. Quand tu me parles de données, est-ce que c'est des données qui ont déjà été exploitées dans le cadre d'autres recherches, d'autres papiers, etc. ou pas? Parce que si c'est le cas, tu peux les utiliser, du coup, elles sont pas primaires. Pas forcément, mais on peut trouver des données parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, mais il y a certaines données qui viennent de l'expérience personnelle. D'accord. En fait, je vais vous expliquer pourquoi on refuse ces données primaires. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas le mécanisme derrière pour faire une revue par les pairs et vérifier ces données primaires. Et en fait, comment dire? On donnerait du crédit à des données qu'on n'a pas vérifiées avec le titre du leader humanitaire. On ne donne pas, enfin, ce que tu me dis des verbatims, je pense qu'a priori, ça ne, ça n'a, ça passe évidemment si ça n'a pas de, comment dire? Si c'est référencé correctement ou si tu dis effectivement que c'est des choses qui ne peuvent pas être référencées, il n'y a pas de souci. Après, si vraiment tu arrives sur une étude qui est quantitative avec des données primaires, là, on va pas être en capacité de pouvoir les revoir derrière. Après, sur du qualitatif, ça peut se discuter en fonction aussi de la place que ça prendrait dans ton article et du fait que tu puisses. Mais a priori, ce que je comprends dans ton explication, Kadi, et tu me dis c'est pas le cas, c'est que ce ne sont pas que des données primaires. Il y a aussi des choses qui peuvent être tirées d'autres articles. Et alors, tu fais un référencement normal et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense, je pense pas que vous devriez vous mettre sur la base de ce que Michael m'a dit et ce que j'ai pu lire sur votre sujet. Je ne crois pas que ça puisse poser problème. Parce que c'est pas primaire à proprement parler. Vous n'avez pas été faire 50 interviews et 3 questionnaires qui ont circulé à 200 personnes et vous allez pour la première fois les mettre dans un article qui est celui que vous voulez rédiger ensemble. On n'est pas là, on n'est pas dans ce cas de figure. Non, pas du tout. Voilà, Pas du tout. tu C'est vois. par rapport à 15, peut-être une quinzaine d'années d'expérience sur le terrain dans des contextes socioculturels différents. Et j'ai travaillé dans le monde humanitaire aussi avec OIM sur la Ouais. santé mentale. Donc, il y a plein avec Des- UN Women, des choses comme ça. Donc, c'est des expériences tirées de part et d'autre. C'est juste ça. Mais bon. Mais Kadi, tu sais ce qu'on pourrait faire par contre concernant cet article en particulier auquel vous pensez, c'est que tu pourrais me lister tout simplement les données auxquelles tu penses avant de te lancer dans un article à proprement parler. Et moi, je peux en discuter. Enfin, tu vois, j'y regarde de mon côté et peut-être que j'aurai une réponse oui, non directe. Si j'ai un doute, j'en parle avec mes collègues et on voit si ça peut, ça pose problème ou non, tout simplement. Et on peut être tout à fait transparent avant que tu te lances dans un article à proprement parler. Comme ça, vous vous mettez pas de barrière dès le départ, parce que c'est pas le but non plus, tu vois. D'accord. Donc, je vais avoir une séance de travail avec Alima et après, on vous revient. Parfait. Merci beaucoup. Je vous Merci partage beaucoup. mon mail comme ça. Et puis aussi, allez voir, je vous dis une fois de plus, je suis désolée, c'est la cinquième fois que je le dis, mais allez voir ce qui est fait au leader humanitaire, ça va vous donner un petit peu une idée de la latitude. En l'occurrence, je pense que pour toutes les deux, vous êtes très à l'aise avec ce genre d'exercice et c'est quelque chose que vous connaissez. Et tout ce que je vous ai raconté, a priori, il n'y a pas de grosse surprise. C'est juste que je vous ai juste présenté un journal que vous ne connaissiez peut-être pas. Mais voilà, dans l'ensemble, allez peut-être le voir pour voir pour voir ce qu'on y fait. Ça peut être sympa. Salut Justement. Nganem, bienvenue. Oui, bonjour, N'Gala. J'allais juste ajouter, Justine, c'est que aussi, vous allez avoir comme Merci. matériaux. Merci, je suis vraiment désolé. Je suis au Nigeria. Je dois partir à l'aéroport pour Maïdougouri. Pas de souci, c'est Je suis enregistré, désolé. on te partagera l'enregistrement Nganan. Merci beaucoup. Merci. Bien être très beau fond d'écran d'ailleurs. Oui, oui. On est toujours au Singa. Je vois, ouais. Il est toujours dans sa simulation. Ouais.
Oui, excuse-moi, j'allais juste dire, vous allez avoir aussi les restitutions consolidées et améliorées, peaufinées, finalisées des trois groupes sur la cartographie, la localisation et le leadership féminin et les politiques RH. Ça peut Mhm. servir pour certains, pour les articles aussi, pour certains. Mhm. C'est un petit rappel. On les a demandés pour la fin du mois. N'hésitez pas en tout cas, avec plaisir pour prendre du temps, pour se parler 15-20 minutes ou plus si nécessaire, avant que vous vous lanciez dans quoi que ce soit, si vous avez des doutes ou si voilà. L'idée, c'est effectivement pas que vous rédigiez quelque chose. Enfin, à la base, on a pensé cette réunion, enfin, Michael a pensé cette réunion, c'était pour pouvoir vous donner les éléments pour être sûr que vous vous lanciez pas dans une rédaction et au bout du compte, qu'on vous dise, bah, en fait, ça colle pas du tout avec le leader humanitaire. Désolé, c'était bien gentil, mais en fait, on va rien pouvoir en faire. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, voilà, qu'on puisse se questionner ensemble de la place que pourrait prendre votre article et si c'est le bon endroit avant que vous vous lanciez dans quoi que ce soit. Et voilà, et c'est pas ici en 45 minutes qu'on va répondre à toutes vos questions. Donc, notamment Kadi et Alima, si vous voulez qu'on prenne un petit peu de temps ensemble, quand vous aurez eu le temps d'en discuter ensemble, avec grand plaisir, bien sûr. Et puis, je sais pas qui sont les autres groupes. Je suis désolée, j'ai oublié. Anne-Judith, vous êtes avec Yandi? Vas-y, vas-y. Non, elle est avec Merci. Dana. Je suis avec Ganan, Ok, euh, Yann. donc avec Ganan Koulibaly. Et je crois que de ce qui était ressorti pour nous, c'est vraiment aller dans cette réflexion du développement personnel en lien avec le leadership humanitaire, parce que bon, on en parle, mais peut-être très peu dans le secteur humanitaire. Donc, Ouais, comment est-ce qu'on peut faire le lien pour que ces approches qui aujourd'hui sont aussi de plus en plus prises en compte dans le secteur humanitaire pourraient être questionnées? Est-ce que ce sont les bonnes approches? Quelles sont les approches qu'on a? Ou y a-t-il d'autres approches qu'on met de côté? Donc, je crois qu'on est un peu dans ce questionnement par ouais. rapport au leadership humanitaire. Est-ce qu'on est dans quels sont les outils qu'on donne aux acteurs humanitaires, mais particulièrement aux actrices humanitaires sur lesquelles elles pourraient se reposer? Donc, je crois que c'est un peu dans cette perspective qu'on était en train d'entrevoir à l'article. Je ne sais Ouais. pas si Nganou, tu as encore le temps de placer un mot par rapport à notre réflexion, mais je sais qu'on va l'approfondir encore. Écoute, quoi qu'il se passe, c'est des... Ouais, vas-y, Engan. Non, non, merci Anne, Judith. Je n'ai pas grand-chose à dire puisque je n'ai pas suivi toute la réunion, mais toujours est-il que Anne, Judith, toi et moi, on a planifié une autre rencontre et je ferai l'effort de me rendre disponible pour cette rencontre. Et puis, bon, voilà, on discutera les choses plus en détail avant de commencer à écrire. De toute façon, si on a quelques inquiétudes, quelques doutes dans nos têtes, on reviendra certainement vers vous, Justine. Ouais, non, tout à fait. Merci. Alima et Kadi, que vous sachiez, en fait, Nganan et Yandi sont des étudiants actuels du DESLH, donc je les connais très bien. Et Anne-Judith était une étudiante de l'année dernière. Donc je m'adresse pas vous avez l'habitude de cette rédaction d'articles. Je vais juste me permettre un petit conseil, Anne-Judith et Nganan. Commencez par faire. Je pense que vous allez travailler avec Ayele sur cet article, c'est ça? Oui, Ouais, ok. c'était ça. C'est absolument super et je pense que vraiment le développement personnel dans le cadre, enfin voilà, en lien avec le leadership, vous savez que c'est quelque chose auquel on tient au DESLH, au CHL tout simplement et ça pourrait être très intéressant d'aller dans ce sens-là. Je vous invite vraiment à aller faire une petite revue de la littérature rapidement pour voir un petit peu ce qui existe déjà sur le sujet. Je pense vraiment que ça peut être une des premières étapes. Je sais pas exactement du coup, je suis désolée, j'ai peu de visibilité sur ce qui a été discuté la deuxième journée à ce sujet, mais je pense que c'est important que vous passiez dans cette étape avant de vous lancer dans quoi que ce soit. D'accord? Alors, juste peut-être une question, parce que tu Ouais. vois, au niveau de la conférence, bon, c'est vraiment un petit échantillon qu'on avait eu par rapport aux questions des rôles modèles, mais aussi du mentorat. Est-ce Ouais. que, selon ta direction, est-ce qu'on pourrait utiliser ces données-là que nous avions collectées? Parce que ce sont aussi des données primaires. Tu me parles de quoi comme données du coup? Bon, on avait juste fait un petit sondage avec des questions sur le rôle Non. modèle, donc ça on mettra de côté. Tu mets de côté parce que ça a pas de... Comment? C'est trop subjectif en fait, tu Ok, vas pas pouvoir t'appuyer là-dessus.
C'est pas le Ok. fait. Ouais, je pense que ça va être. Tu vas plus parler de. Tu pourras plus le prendre alors à la première personne du singulier et alors le parler comme des tendances que tu as pu observer, etc. Mais non, c'est ça, tu vois, c'est là qu'en fait les données primaires, il faut faire attention parce que sorties de leur contexte, il faut qu'elles puissent avoir, qu'elles soient, enfin voilà, qu'elles soient exploitables, quoi. Tu vois, à quel point est-ce que, la question de se poser, c'est à quel point est-ce que ces données vont vraiment pouvoir appuyer ton propos, sachant que c'est un échantillon de 50 personnes qui Oui. sont retrouvées à un deuxième jour de conférence, etc., etc. Tu vois, ça, Mhm. ouais, j'aurais tendance à dire que non. Ok. Non, Mais, c'est bon pour mais ça n'empêche que c'est pour ça que je pense qu'une revue de la littérature, c'est important avant de vous lancer dans le sujet, oui, c'est que tu pourrais peut-être avoir justement des données à exploiter dans d'autres articles auxquels tu peux faire oui, référence, du coup, et qui appuieraient ton propos. tout à fait, tout à fait. D'accord? Super, Merci. merci. Nganan, je t'écoute? Oui, je sais. C'est vrai que nous allons rechercher des articles à lire, mais est-ce que tu aurais aussi des propositions d'articles pour nous? Alors, je peux y regarder. Je t'avoue que là, ça va être compliqué, mais je peux y passer un peu de temps. Mhm. Euh, Après, je pense que Ayele aussi, qui est vraiment là-dedans aussi. Je pense qu'à trois, vous allez pouvoir peut-être vous répartir la tâche. Et Mhm. Nganan, profite du fait que tu es encore étudiante à Deakin parce que tu as un accès libre à beaucoup, beaucoup de plateformes via la librairie, la bibliothèque Deakin. Ça, c'est vrai. Ouais, ce qui sera plus le Je cas ne, après. Tout un tas de ressources qui sont payantes. Donc, je ne sache. manquerai pas d'aller je ne manquerai pas d'aller danser dans la librairie de Kin. Ouais. Vas-y, vas-y avant de. Enfin, ton accès ne sera pas coupé tout de suite, mais il le sera rapidement après la fin de ton cursus. Donc, Ok, merci. Justine, j'es- les alumni devaient avoir accès total de la bibliothèque même après. ouais, désolée, ça fait partie des frais d'inscription, etc. Et malheureusement, j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de points face à la machine Diki en ce sens. Je suis désolée. Mais non, écoutez, j'espère que ça vous a un peu enfin pas éclairé, mais vous percevez un peu plus ce qu'on fait aux leaders humanitaires et si la direction que vous voulez prendre pourrait rentrer dans ce cadre-là ou non. Après, sachez que, en règle générale, c'est un cadre qui est assez modulable, mais on a quelques limites dues à notre taille, dues à notre âge. On a seulement 3 ans, au fait que ça reste voilà, en accès libre, etc., etc. On a quelques limites à ce niveau-là, mais a priori, on est dispo pour en discuter. C'est pas comme quand vous soumettez quelque chose en ligne et qu'il n'y a personne derrière. Vous avez vu mon visage du coup et vous avez mon adresse mail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez en discuter avec grand, grand, grand plaisir, je peux prendre le temps. Même en Australie, j'ai des soirées de boulot, donc avec plaisir.